Bon alors bonsoir à tous, puisqu'il s'agit aujourd'hui de réfléchir aux valeurs de la République, à la façon dont elles peuvent être atteintes et à la façon dont on peut les défendre, j'ai choisi d'examiner les rapports que ces valeurs entretenaient avec un de ses adversaires, à savoir l'individualisme libéral. Non pas simplement l'individualisme, mais l'individualisme libéral, et j'essaierai de vous préciser la différence qu'il y a entre les deux et les problèmes que ça pose. Alors l'examen que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un examen qui est à la fois conceptuel et historique pour essayer d'identifier les tensions qui peuvent exister entre valeurs républicaines et développement contemporain de l'individualisme libéral. Alors, première chose, évidemment, essayons de donner une première définition un peu approximative, un peu rapide de ce qu'on peut entendre par république, avant de comprendre le rapport qu'elle peut entretenir à ces valeurs. On peut en donner historiquement à peu près trois sens. Dans l'Antiquité, on entendra par république, alors république évidemment, étymologiquement, c'est la chose publique. Res publica, c'est la chose publique. Alors, donc, trois périodes, je vous disais, dans l'Antiquité, une organisation politique idéale, ordonnée à une certaine idée de la justice, mais qui n'est pas forcément de forme républicaine, telle que nous la connaissons. Donc, république comme forme idéale d'organisation de la cité. Dans la période moderne, on peut considérer que république, toujours entendu comme chose publique, c'est tout simplement un État qui pourrait être neutre axiologiquement, ne pas défendre une certaine idée du bien. Et dans sa forme contemporaine, alors ce que je vous ai mis en bibliographie, toutes les références que je vais utiliser, ce que Simone Goyard-Fabre appelle la République républicaine, à savoir la République telle que nous la connaissons, à savoir à la fois un État, comme dans la période moderne, mais un État qui porte des valeurs, qui n'est pas neutre axiologiquement. Alors nous, ces valeurs, en France, on les connaît, c'est liberté, égalité, fraternité. On comprend tout de suite que celle qui va poser le plus de problèmes confrontée à l'individualisme, puis à l'individualisme libéral, ça sera évidemment la valeur de fraternité, qui pose des problèmes spécifiques. Alors, il y a quand même un point commun entre ces trois périodes, entre ces trois possibilités de comprendre le mot République, c'est que la République est publique. Alors, ça a au moins deux conséquences. Tout d'abord, c'est que ça pose la question des rapports entre le tout et les partis. Le tout étant compris justement comme la République, la chose publique, et les partis étant les individus. Et ce problème, il se pose dans les trois périodes de façon différente. Et puis, deuxièmement, à partir du moment où la République, c'est la chose publique, et qu'elle est publique, il y aura évidemment une tension et une opposition avec ce qui est de l'ordre du privé. Or, on sait déjà que le libéralisme politique entend défendre la sphère privée. Donc on voit déjà, on peut commencer à deviner les conflits qu'il y aura entre les deux. Alors le but de cet exposé d'une petite demi-heure va être d'essayer de penser les différentes articulations possibles ou la façon dont ces républiques et individualisme ont été pensés. Alors je commencerai, je vais faire les choses chronologiquement pour que ça soit clair. Donc d'abord, je vais vous présenter une articulation heureuse entre choses publiques, république et individu, qui est la période antique. Ensuite, le début des conflits dans la période moderne, avec l'apparition d'un individualisme qu'on ne qualifiera pas encore de libéral, individualisme tout court, que je daterai à peu près au XVIIe siècle. Et puis enfin, essayer de penser comment se pose la question de ces rapports entre la République républicaine, cette fois-ci, non pas la République comme simple État, dans la période moderne, et l'individualisme libéral, sachant que là, cette troisième période nous montrera un approfondissement, voire une aggravation des tensions qui peuvent exister entre choses publiques et individus. Donc, période antique, articulation heureuse. Période moderne, début des problèmes entre choses publiques et individus, gros problèmes. Et aggravation des problèmes avec, on l'espère, quelques perspectives pour essayer intuitivement au moins essayer de s'en sortir. Alors, tout d'abord donc, quelle est l'articulation entre choses publiques, république et individus dans la pensée antique? Alors là, je pense que le plus simple, c'est de commencer avec Aristote et par sa fameuse phrase. Alors vous avez aussi les références en bibliographie, c'est dans les Politiques, livre 1, chapitre 1 et 2. Vous avez eu la bibliographie?
Non. Bon, bah alors, je pense qu'elle sera sur le site, donc je vous lis, c'est Les politiques, livre 1, chapitre 1 et 2. Et cette fameuse phrase, hein, l'homme est un animal politique. Alors, l'homme est un animal politique, ça signifie deux choses, principalement. Tout d'abord, que l'homme va être amené naturellement à rentrer dans des cités. C'est-à-dire que vous savez, il y a une sorte d'histoire naturelle de la formation des cités chez Aristote. L'individu est seul, ensuite il est en couple, forme une famille, puis un village, et enfin une cité, qu'Aristote appellera communauté politique. Donc de ce point de vue-là, c'est un animal politique parce que les cités, disons, poussent comme des arbres. Tout ce cheminement se fait naturellement. D'accord ? Et il y a un deuxième sens de la phrase « l'homme est un animal politique » qui est celui qui va peut-être, enfin qui va sûrement le plus nous intéresser aujourd'hui, c'est que l'homme se définit par la politique. C'est-à-dire que l'homme se définit par son appartenance à la cité, cité étant l'équivalent de communauté politique chez Aristote. Alors pourquoi c'est la cité qui définit l'homme? Pourquoi, pour Aristote, un homme qui n'est pas dans une cité n'est pas un homme? Parce que, à ces différentes étapes de l'histoire naturelle de la formation des cités, l'homme est toujours en manque. L'homme est en manque, c'est pour cette raison qu'il se met en couple. Il est en manque, donc il forme une famille. Il est en manque, donc il se regroupe en villages. Il manque encore une chose dans les villages, donc il forme des cités, et les cités sont censées avoir satisfait tous les besoins et mener l'homme au souverain bien. Souverain bien, nous, c'est ce qu'on va appeler le bonheur, hein, à notre époque. Ça veut donc dire qu'avant d'entrer dans la cité, qui permet le bonheur de l'homme, l'homme a toujours été incomplet. Il n'atteint sa complétude qu'au moment où il entre dans la cité. Ça veut donc dire qu'il ne devient homme qu'au moment où il entre dans la cité. Quelque part, on pourrait dire que l'homme atteint son essence, son être, seulement quand il est dans la cité. Ça veut donc dire que le tout, cette chose publique qui prend chez Aristote la forme de la cité, ou le nom de cité, donne son être à l'individu et nous présente une consubstantialité entre chose publique et individu. C'est consubstantiel puisque c'est la chose publique qui donne à l'homme son être, qui le fonde ontologiquement, on pourrait dire en philosophie. Il n'y a donc aucune opposition possible entre l'individu et la République, ou entre l'individu et la chose publique, puisque l'homme ne serait pas sans la cité et sans la chose publique. L'homme n'est homme que dans la cité. Alors pour le comprendre, on peut aussi se référer à un article que j'ai aussi mis dans la bibliographie, un article de Benveniste, le linguiste, qui s'appelle « Deux modèles linguistiques de la cité ». Alors il dit un peu la même chose, mais de façon différente, c'est toujours bien pour essayer de comprendre. Il fait l'étymologie des mots. Et il dit, en grec, il va opposer la vision grecque à la vision latine. Il va dire en grec, c'est le mot cité, c'est le mot polis, qui a donné le mot citoyen. C'est-à-dire que c'est polis dont on a dérivé, c'est du mot polis qu'on a dérivé le mot polites, enfin, qui veut dire citoyen. C'est donc, une fois encore, la cité qui définit l'individu, contrairement au modèle romain, où c'est le mot citoyen, civis, qui va former le mot cité, ou république, la civitas. Ce qui veut dire que dans le modèle grec antique, la partie, l'individu, tire bien son être du tout, de la République. Ce qui veut dire que dans la pensée grecque, pour le dire autrement et de façon encore plus claire, pourquoi il n'y a pas de conflit entre individu et chose publique, République, c'est que l'individu est chose publique, par essence. Il n'y aura donc ni opposition, ni conflit. Le modèle grec est donc assez apaisé, assez heureux, c'est ce que je vous avais annoncé. La chose publique définit la chose individuelle. L'individu est public, l'individu est chose publique, il n'y a pas de raison d'y voir aucun conflit. Alors, dans la période moderne maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est le deuxième moment. C'est le début du conflit. Je le présenterai comme la naissance de l'individualisme. Pas encore l'individualisme libéral, c'est différent, mais l'individualisme. On a un renversement de perspective dans la pensée politique. La réalité première au XVIIe siècle, peut-être à cause de Descartes, on n'en sait rien, je dis ça comme ça, peut-être à cause de Descartes et la découverte de la subjectivité du sujet. En tout cas, la réalité première à partir de laquelle nous allons penser la politique, c'est l'individu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, ce n'est plus la cité qui définit l'individu qui n'existait même pas avant d'être dans une cité. Hein, chez Aristote, si on n'est pas dans une cité, on est soit une bête, soit un dieu, on n'est pas un homme. Hein, là, c'est pas ça. L'individu existe avant. Et le problème devient
comment cet individu qui a déjà tout son être, qui existe avant, cet atome, si vous voulez, va réussir à créer une chose publique, une république. La question se pose donc à l'envers. Comment les individus peuvent-ils construire une chose publique? Vous comprenez bien que ça ne se fera pas naturellement. On aura besoin de l'artifice. Ça va être le début de la pensée artificialiste aussi. La question étant, mais si ces individus, ces atomes isolés, arrivent à faire une chose publique, une république, comment elle va tenir? Quelle va être sa cohérence? Quel va être son ciment? Quelle va être sa pérennité, etc. Qui n'était pas une question, qui se posait de la même façon dans la pensée antique. Ce problème, comment ça va tenir, est d'autant plus important que dans ces pensées-là, qui commencent à penser la politique, mais à partir de l'individu, non pas à partir du tout, les partis à partir du tout, l'homme, la partie, n'est plus un animal social. L'homme n'est plus un animal social au sens où, laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire sans État, sans République, les hommes vont naturellement s'opposer les uns aux autres et se faire la guerre. Donc il y a une fragilité. Non seulement il faut la construire artificiellement, elle n'existe pas comme ça, il faut la construire par un artifice, on verra un artifice juridique, un contrat, mais en plus, les hommes ont des passions qui font qu'ils ont envie de s'entretuer, notamment dans la pensée hobbesienne, qui est celle sur laquelle on va s'appuyer. Je vous ai mis aussi les références de Hobbes dans la bibliographie. Alors pourquoi les hommes ont tendance, je ne vais pas vous réexpliquer tout Hobbes, mais pourquoi les hommes ont tendance à se faire la guerre? Tout simplement à cause d'une égalité fondamentale. Comme les hommes sont égaux, notamment en force, aucun d'entre eux ne va renoncer à ses prétentions quand il veut obtenir un bien. Et donc ça va mener à la guerre. En plus de cette égalité de fond qui fait que personne ne cédera le passage à un autre en se disant « il est plus fort », puisqu'il va tout le monde va se dire « bon bah, moi aussi je peux l'avoir », ils vont se faire la guerre. Mais en plus de ça, en plus de cette égalité, qui est finalement une égalité, alors, je vais dire les choses un peu brutalement et caricaturalement, mais c'est une égalité asociale en fait. L'égalité est asociale. S'il y avait une inégalité, il n'y aurait pas de problème. Il y aurait un respect, une autorité qui se ferait. Non, c'est l'égalité qui pose un problème. Mais en plus de ça, les hommes se comparent les uns aux autres. Or, les gens ne m'estiment jamais autant que je ne m'estime chez Hobbes. Donc, ça sera encore une cause de guerre. Voilà pourquoi, chez Hobbes, en tout cas, non seulement l'individu est premier, existe, mais qu'en plus il est asocial. Donc comment on va faire pour que cette république tienne? Les passions comparatives, les passions, la peur de la mort, l'envie de manger, vont mener à la guerre. Ça veut donc dire que dans la perspective individualiste, qui n'est pas encore la perspective individualiste libérale que nous connaissons, nous, premièrement, il faut construire la chose publique, république, à partir des individus. Très bien. Deuxièmement, et c'est très important, le but de cette construction, c'est la survie. C'est sortir de cet état de guerre dont je viens de vous parler, où nous, les hommes, vont tous se tuer les uns les autres. Ça veut donc dire que cette chose publique, république, qui sera simplement un État dans la période moderne, qui doit n'assurer que la survie, ne porte pas encore de valeur. Chez Hobbes, de toute façon, il n'existe pas de valeur dans le ciel des idées. Sera juste ce que le souverain aura décidé, mais il n'y a pas d'idée de justice extérieure qui permettrait de juger la loi, etc. Donc, c'est la République qui est un État, dans cette période moderne, est neutre axiologiquement. Alors, pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est que ça changera au moment où la chose publique, république, deviendra république républicaine, puisque s'ajouteront des valeurs, ce qui va encore compliquer un petit peu les rapports avec les individus. D'accord ? Alors, quelle est la solution trouvée pour sortir de l'état de nature, rentrer dans l'état civil, ne pas mourir, en gros, alors que nous pensons qu'à partir des individus? C'est évidemment le contrat. Le contrat, c'est le paradigme de la perspective individualiste moderne, pas encore contemporaine et libérale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rendent ce contrat très fragile, ce qu'on appellera contrat social, pacte social, etc. Alors, premièrement, si je reste dans la pensée de Hobbes, qui est même le fondateur de tout ça, il existe bien un lien juridique au moment où nous allons contracter les uns avec les autres pour nous dire que nous allons, non seulement, enfin, pas seulement que nous n'allons pas nous tuer, mais que nous allons, au lieu de obéir qu'à nos passions, obéir à un souverain qui aura décidé de certaines lois. Il y a un lien juridique, mais quel est ce lien juridique chez Hobbes? C'est simplement le fait de ne pas se contredire. Pourquoi?
Il n'y a pas de liberté chez Hobbes, il n'y a pas de libre arbitre. Donc je ne respecte pas ma parole tout simplement parce que je me suis engagé librement et que ce ne serait pas moral de ne pas le faire. C'est pas ça chez Hobbes. Quelle est la nature du lien juridique qui tient le contrat et qui donc tient la chose publique? C'est simplement qu'au moment où j'ai fait le contrat, j'ai dit, c'est-à-dire j'ai signifié que je respecterai la loi. Or, si je la viole, je signifie autre chose. Je signifie que je ne respecte pas la loi. Donc, je signifie simplement deux choses contradictoires. Et c'est ça le seul lien juridique chez Hobbes. La petite répugnance, mais elle est petite, de ne pas se contredire. Il n'y a rien d'autre, et ça, c'est très fragile. C'est très fragile parce qu'on a tous des très bonnes raisons, tous les jours, de se contredire, si c'est dans notre intérêt. Or, le seul lien juridique fondé par le contrat chez Hobbes, c'est de ne pas se contredire. Alors, vous retrouvez ça à la fin du chapitre 14 du Léviathan, que je vous ai mis en bibliographie. Alors, deuxième grand problème, alors c'est pour ça aussi évidemment que Hobbes dira « rien ne vole plus facilement en éclat que la parole d'un homme ». Il suffit de son intérêt, puisque la parole d'un homme ne tient que par son petit désir de ne pas se contredire. C'est pas beaucoup. Alors, deuxième grand problème, qui va mettre en danger le contrat, c'est que les hommes, une fois qu'ils sont passés à l'état civil, dans ce petit lien juridique, ils restent soumis à leur passion, c'est très important. Nous n'avons pas changé de nature quand nous sommes passés de l'état de nature à l'état civil. Nous sommes restés les mêmes, donc nous avons des passions, et nos passions, elles sont asociales. Nous avons peur de la mort, nous avons envie de manger, nous nous comparons, nous sommes en compétition. Ça veut donc dire que l'homme, devenu citoyen, il continue à avoir des ennemis. Alors dans l'état de nature, ses ennemis, c'était les autres hommes. Ennemis, Hobbes emploie le terme d'ennemi dans l'état de nature. Mais dans l'état civil, une fois que nous avons une chose publique, une république, un État, il reste des ennemis, les autres hommes restent mes ennemis, malgré le lien juridique, et j'ai un nouvel ennemi, qui est l'État. Parce que l'État me fait faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Alors ça ne veut pas dire que je vais faire la révolution. Mais pourquoi je ne vais pas faire la révolution? Parce que c'est dangereux, et ne pas respecter la loi. Ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, le fait que l'homme n'ait pas changé de nature pose un problème pour la solidité du contrat. Alors évidemment, à un moment, Hobbes envisage que finalement, le développement de la science politique ferait que les gens se tiendraient tranquilles, ils comprendraient les calamités qui sont suspendues au-dessus de leur tête. C'est l'utilité de cet État qui arrête le bras qui s'apprêtait à la vengeance et à la rapine, dit-il. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si les hommes avaient ces lunettes d'approche, c'est comme ça que Hobbes dit, ces lunettes d'approche que sont les sciences politiques. Maintenant, c'est efficace, c'est assez peu efficace dans un corps social. On a donc beaucoup de difficultés. Alors, une des solutions, évidemment, puisque le lien juridique ne suffit pas et que les sciences politiques, qui nous montreraient qu'il faut respecter les lois pour le bien de tous, ne se diffusent pas, il reste une solution. C'est utiliser les passions et la contrainte. C'est-à-dire, il faut de la punition. Il faut de la menace pour que les hommes respectent le contrat. Il y a deux passions fondamentales, l'espoir et la crainte. On utilisera la crainte et la force pour empêcher les gens de violer la loi. Alors ça, c'est une idée qui va être reprise par Spinoza, juste après Hobbes. Vous avez aussi les références. Alors, tout d'abord, lorsque Spinoza dira qu'à une passion, sous-entendu, pour nous, passion antisociale, on ne peut pas opposer un raisonnement, parce que ce sont deux niveaux différents. Il faut opposer d'autres passions. Il n'y a qu'une passion plus forte et opposée à une passion à réduire, qui peut la réduire. La raison ne peut rien contre les passions. D'où l'utilisation de la menace, de la crainte. On ne peut réguler un corps social qu'avec les passions. D'où, deuxième chose, le rapport entre les individus et l'État, c'est-à-dire le rapport entre les individus et la chose publique, république, ne peut être qu'un rapport de force. Un État, une république, ne tient que parce que le souverain l'emporte en force sur ses citoyens. Et c'est la lettre 50 dont vous avez la référence. C'est le premier paragraphe de lettre 50 dans lequel, justement, il explique sa différence avec Hobbes. Pourquoi il y a une différence avec Hobbes? C'est que Hobbes nie même l'existence du petit lien juridique de chez Hobbes. En fait, Spinoza, c'est Hobbes moins le lien juridique, mais qui, de toute façon, ne tenait pas grand-chose chez Hobbes lui-même. Alors, où on en est? On se retrouve dans la période moderne avec une république neutre, axiologiquement,
qui ne porte aucune valeur et qui n'est là que pour la survie. D'accord ? Et dans cette République, nous avons des individus qui sont ennemis les uns des autres, qui sont restés ennemis, comme dans l'état de nature, malgré l'existence de ce petit lien juridique, et qui sont en plus des ennemis de la République, de la chose publique, qui, elle, ne gouverne que par la force et le jeu des passions. Donc, contrairement au cadre antique, où il y avait une consubstantialité entre chose publique, République, et individu, et où donc il n'y avait pas de conflit, le cadre moderne individualiste, non encore libéral, j'insiste, est un rapport conflictuel qui nécessite de jouer avec les passions et d'imposer des contraintes. La situation n'est pas facile pour le rapport entre la chose publique et l'individu. Ça va se compliquer un petit peu avec la République républicaine, pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'à la même période se développe ce qu'on va appeler le libéralisme politique, qui vient compliquer les choses, je vais vous expliquer, évidemment. Et deuxièmement, parce que la République a une prétention non seulement d'assurer la survie, mais aussi de porter et d'imposer des valeurs, ce que n'avait pas l'État hobbésien ou l'État spinoziste, par exemple, l'État moderne. D'accord ? Donc, troisième moment de cette, disons, un peu cette histoire conceptuelle des rapports entre République et individu, chose publique et individu, le moment libéral. Comment la République républicaine va se confronter, s'articuler à un individualisme devenu individualisme libéral. Il faut donc comprendre la différence entre la République moderne, qui n'est que l'État, neutre axiologiquement, et la République républicaine, et comprendre ce que vient compliquer le libéralisme dans l'individualisme moderne. C'est le dernier moment, pour essayer de bien comprendre et d'identifier les tensions. Première étape, on peut l'espérer, pour essayer de résoudre ces tensions-là. Donc, la République républicaine, c'est comme ça que je l'appelle, elle n'est pas destinée seulement à la stabilité et à la survie, comme chez Hobbes. Elle entend porter des valeurs. Liberté chez nous, égalité, fraternité. On voit bien que déjà, fraternité, il y a un problème, puisque ça s'oppose déjà à l'individualisme moderne. L'individualisme moderne, tel que pensé par Hobbes et Spinoza, il n'existe pas question de fraternité. C'est-à-dire que, contrairement à l'état moderne de Hobbes et de Spinoza, on peut dire que la République républicaine est un régime qui porte ce qu'on va appeler en philosophie une conception substantielle du bien. Alors qu'est-ce que c'est qu'une conception substantielle du bien ? C'est une conception, alors je dirais un peu vite, mais figée, c'est-à-dire quasiment objective du bien. Non pas une conception, par exemple, qui aurait été décidée en commun par une procédure. Par exemple, on pourrait dire on va voter pour savoir si on est fraternel ou pas, si on est égaux ou pas, etc. Alors, non, liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs qui sont posées, objectives, et en philosophie, on dit substantielles. D'accord ? Ce ne sont pas le fruit d'un résultat d'une procédure, d'une discussion, d'une délibération. Alors, la procédure, ça pourrait être un tirage au sort aussi. Ah ben tiens, on a 25 valeurs qu'on a mises dans un chapeau, puis on en tire 3 au sort, ben, ça sera celle-là. La procédure étant le tirage au sort. Donc, là, c'est pas ça. C'est des valeurs objectives. Alors, en plus de ça, en plus de cette république, chose publique qui est devenue républicaine, qui donc porte des valeurs substantielles, on a l'apparition du libéralisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? Entendu comme libéralisme politique, et qui va venir compliquer un peu tout ça. Alors, étudions les rapports entre libéralisme et ce qu'on va appeler républicanisme. Alors, le libéralisme, pour le comprendre, moi, j'ai utilisé une référence classique, qui est celle de Benjamin Constant, au moment où il étudie la différence entre ce qu'il appelle la liberté des anciens et la liberté des modernes. Alors, donc, c'est dans un article que vous avez aussi dans la bibliographie, que vous aurez sur le site. Alors, la liberté des anciens, c'est une liberté quelque part, en gros, c'est du Aristote, si vous voulez. C'est de la pensée antique grecque. C'est l'idée que l'homme est un animal politique et que il existe une liberté, mais de participation à la vie collective. C'était ça la liberté pour les anciens, liberté de participer à la vie collective. Comme il était défini par la vie collective, il fallait le faire. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi. C'est la liberté d'être un citoyen, d'intervenir dans la cité. L'individu est défini par son appartenance à la collectivité. Il n'y a donc pas de cloisonnement entre l'individu et la chose publique, dans la liberté des anciens. Et la liberté doit s'entendre au sens de participation à la vie publique. Au risque, évidemment, d'un certain assujettissement de l'individu
à la vie publique, parce qu'on l'oblige, hein, il doit se sentir obligé de participer à cette vie publique. Ça, c'est ce qu'il appelle la liberté des anciens. Vous voyez, assez proche du modèle grec ancien. À cette liberté, il oppose la liberté qu'il appelle des modernes. Alors, la liberté des modernes, c'est l'inverse. C'est la liberté que nous, on appellerait liberté indépendance. C'est-à-dire que c'est la liberté de ne pas être, empêché par une autorité. C'est la protection de la sphère privée. C'est l'idée qu'il existe une sphère privée qui est inviolable. C'est pas pareil. Il y a une liberté, si vous voulez, expansive, la liberté des anciens, une liberté participative, liée au fait que l'homme est un animal politique, et une liberté, ça c'est moi qui dis ça, mais qui quelque part est défensive, hein, et qui vient barricader un cercle autour de nous, de notre individualité, dans lequel l'État ne pourra pas rentrer, ni les autres individus d'ailleurs. C'est ça qu'on va appeler l'individualisme libéral. L'individualisme libéral, c'est l'individualisme plus cette mise en avant et cette défense de la liberté des modernes. Enfin, de cette liberté appelée par Constant liberté des modernes, c'est-à-dire de cette liberté protectrice, de cette liberté indépendance. Alors, il y a évidemment un grand gain dans la liberté indépendance, la liberté des modernes. C'est qu'elle nous protège de l'arbitraire du pouvoir. Des choses que le pouvoir ne peut pas faire. Il y a une sacralisation de mon espace privé. Par rapport à ce qu'est la chose publique, à la République, on peut s'en défendre. Mais il y a une incompatibilité avec le fait que la République pourrait nous imposer ses valeurs, puisqu'on vient de cristalliser une sphère privée dans laquelle la chose publique, la République, ne peut pas rentrer. Ça veut donc dire que la République, chose publique, et notamment celle qui est devenue républicaine, donc qui porte des valeurs, ne peut rien imposer à l'intérieur de la sphère privée, et surtout pas des valeurs. C'est-à-dire que ce que ne peut pas imposer la République, ou la chose publique, c'est par exemple une conception de l'intérêt général. Que ce soit de l'utilitarisme, du marxisme, du catholicisme, ce que vous voulez. N'importe quelle conception substantielle du bien. On ne peut pas, pour le libéralisme, à cause de cette liberté des modernes. Liberté indépendance, liberté protection. Et elle ne peut sûrement pas imposer une valeur du type de la fraternité. Parce que la fraternité, en gros, c'est privé. On est fraternel si on a envie, si on n'a pas envie. Voilà. La fraternité est même la pire des valeurs qu'on pourrait essayer d'opposer dans le cadre de l'individualisme libéral. Alors, cette distinction, liberté des anciens, liberté des modernes, il faut bien l'avoir en tête, parce que quand on a compris ce qu'était la liberté des modernes, on a compris ce que le mot libéral apporte à individualisme dans l'expression individualisme libéral. D'accord ? Alors, c'est une distinction qui sera reprise au XXe siècle, je vous ai mis la référence aussi, par exemple par un penseur qui s'appelle Isaiah Berlin, qui définira deux types de liberté lui aussi, qu'il appellera liberté positive et liberté négative. En fait, en gros, liberté positive, c'est la liberté des anciens, c'est la liberté de participation, ce qui donc conçoit un individu comme déjà décloisonné et faisant partie de la chose publique, et étant lui-même défini par la chose publique. Et ce que Isaiah Berlin appellera la liberté négative, ça correspond finalement à la liberté des modernes chez Benjamin Constant. Alors, c'est plutôt l'année 50, le texte de Isaiah Berlin, c'est la liberté protectrice, qui dit qu'il y a un endroit, un cercle sacré dans lequel ni l'État ne peut rentrer, ni les individus ne peuvent rentrer. On constate donc, alors vous retrouverez parfois dans des articles, des textes, etc., l'expression liberté négative, positive, voilà, c'est à ça que ça fait référence. C'est à ce que je vous ai dit sur liberté des anciens et des modernes chez Constant. Et c'est ça qui définit l'individualisme libéral, avec le deuxième type de liberté, des modernes ou négative. C'est Berlin. Alors, on se retrouve donc avec quelques petits problèmes supplémentaires dans notre articulation entre individualisme et chose publique, c'est-à-dire entre individualisme et république. On a gardé pas mal des problèmes de l'individualisme premier, moderne, celui de Hobbes ou de Spinoza. Même si les individus sont protégés par la liberté négative ou par la liberté des modernes, les hommes sont restés des hommes. Ils ont des passions. Donc ces problèmes-là restent. Ceux de l'individualisme avec le problème de l'intrusion de l'État en moi, puisqu'il y a la liberté négative. L'indépendance des individus, elle a été sacralisée maintenant. C'était une donnée naturelle chez Hobbes. Oui, nous sommes égoïstes, individualistes, etc. Maintenant, ce n'est pas simplement une donnée naturelle, c'est que notre indépendance, c'est devenu un droit.
un droit opposable, qu'on pourrait opposer à toute tentative d'intervention de la chose publique. Ça veut donc dire que cette sacralisation veut dire que l'individu et sa sphère privée sont à présent barricadés et sanctifiés, même si on y gagne en sécurité. C'est-à-dire que la République ne pourra pas entrer là-dedans. Mais on a encore un approfondissement du problème, puisque la République a étendu ses ambitions en voulant imposer des valeurs. Et ça, c'est impossible. On a donc forcément un conflit, voire des tensions, de nombreuses tensions. Il en existait déjà entre l'individualisme et la République, mais entre l'individualisme libéral et la République. Alors cette contradiction, certains penseurs du courant qu'on appelle le républicanisme ont essayé de le penser. Ils ont essayé de se dire, bon, comment on fait pour essayer de concilier ça? Est-ce que c'est conciliable? Est-ce que ça ne l'est pas? Etc. Alors là, il y a 4 positions. Alors, la position libérale, vous la connaissez. La position du libéralisme, liberté moderne de Constant, liberté négative de Isaiah Berlin. Il y a une séparation stricte entre la sphère privée et la sphère publique. L'individu n'est certainement pas une chose publique, comme elle l'était chez les anciens. Deuxièmement, l'individu n'a absolument pas à se soucier de la chose publique, de ce que c'est qu'un bien commun, de ce que c'est qu'un intérêt général, etc. Liberté négative. Et la République n'a pas à imposer à l'individu des valeurs et surtout pas la fraternité. Ça, c'est le libéralisme d'un côté, on connaît. Alors, on a un républicanisme assez intransigeant qui est celui de Pocock. Alors, vous avez la référence dans la bibliographie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, Pocock, c'est un auteur qui est en gros un héritier d'Aristote et qui va considérer que l'homme est un animal politique, qu'il est obligé de participer à la vie publique au-delà de son individualité propre. Un individu, c'est pas un individu. Un individu, c'est un individu dans une cité qui le définit en partie et donc auquel il doit des choses, d'accord, notamment la participation. Donc évidemment, conflit entre ce républicanisme-là, celui de Pocock, et l'individualisme libéral. Ils ne sont pas compatibles. Alors on a 2 autres penseurs qui essayent de penser à un républicanisme qui serait compatible. Alors le premier, c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe Petit, vous avez la référence aussi, qui va dire que, ok, il va défendre un républicanisme, mais il va dire que la République n'a pas à promouvoir une conception substantielle du bien. C'est-à-dire que c'est un républicanisme sans conception substantielle du bien, où il faut que l'homme participe, mais pourquoi? Pour promouvoir sa propre liberté. Et donc on voit bien que c'est compatible avec un individualisme, puisque finalement, c'est au service d'un individu qui promeut sa propre liberté. Donc cette participation-là, qui est un peu obligatoire quand même, se fait dans l'intérêt et au nom de l'individu. Donc c'est compatible avec le libéralisme. Et puis on a un troisième républicain, si vous voulez, qui est Skinner, Quentin Skinner, qui lui aussi pense que l'individu a une obligation de participer, mais qu'il le fait pour garantir ses droits. Donc là encore, on se rend bien compte qu'il va y avoir une compatibilité. Donc, du côté de Philippe Petit et du côté de Skinner, on a une compatibilité entre libéralisme et chose publique. Pourquoi? Premièrement, parce que l'individu reste à la base de la réflexion. Il s'agit ou de promouvoir sa propre liberté, ou de défendre ses propres droits. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas de valeur commune imposée. C'est une obligation de participation. Mais alors, qu'en est-il du rapport de ces 2 républicanismes avec la République républicaine? Liberté, égalité, fraternité. Celle-ci est bien plus exigeante, puisqu'elle nous dit premièrement qu'il existe une conception substantielle du bien qu'il faut imposer, une conception dont on n'a pas vraiment choisi, qu'on n'a pas décidé en commun, par une procédure par exemple, différence entre conception substantielle et conception procédurale, il n'y a pas eu ça, donc il y a ça. Et deuxièmement, cette conception substantielle du bien que la République veut m'imposer, la République républicaine, elle impose un dépassement de l'individu, puisqu'elle pose dans la devise la fraternité. Donc elle m'oblige à décloisonner quelque chose. On a donc ici un problème qui s'aggrave. Alors, voilà comment on peut penser les rapports entre République entendue comme républicaine et individualisme entendu comme libéral. Alors, cette valeur
qui nous imposerait un décloisonnement de nous-mêmes, et qu'est la fraternité. Elle pose pas mal de difficultés. Donc je voudrais dire quelques mots sur cette notion de fraternité. Évidemment, vous comprenez que dans la triade liberté, égalité, fraternité, c'est celle qui pose le plus de difficultés. Alors, Mona Ozouf le dit bien dans son article sur la devise républicaine, dans les lieux de mémoire. Pour elle, la liberté, si on l'entend comme liberté-indépendance, alors maintenant vous savez, liberté-indépendance, liberté des modernes chez Constant, liberté négative chez Berlin. D'accord. C'est-à-dire protection contre l'arbitraire. Pas de problème. Si l'égalité, c'est l'égalité devant la loi, alors on n'a pas de difficulté. Ce sont des valeurs individualistes. D'accord. Donc on n'aura pas de problème pour articuler les deux. L'individualisme libéral ne serait pas contre la liberté entendue en ce sens-là, évidemment, c'est sa définition de la liberté au libéralisme et à l'égalité. Mais la fraternité pose un autre problème. Alors, Mona Ozouf dit que c'est une valeur conciliatrice et effusive. Conciliatrice et effusive. Comment peut-on obliger à l'effusion? Comment peut-on obliger à la communion fraternelle? Comment la communion fraternelle pourrait-elle être un devoir, et un devoir politique? Pour l'individualisme libéral, c'est hors de question. C'est déjà dur pour un individualisme moderne, égoïste. Ça l'est moins, peut-être, dans l'Antiquité, mais pour un individualisme libéral, c'est très dur. Pourquoi c'est plus dur encore pour l'individualisme libéral? C'est parce qu'il a sanctifié des valeurs et des sentiments privés. C'est-à-dire que dans l'individualisme, celui qu'on connaît, celui de Hobbes et celui de Hobbes, l'individu est isolé, il existe sans les autres, très bien, il existe avant d'être dans la collectivité, ce n'est pas elle qui lui donne son être, mais dans l'individualisme libéral, non seulement il est isolé, mais il a droit à l'isolement. Il a un droit au choix de ses propres valeurs. Donc évidemment, il va refuser, premièrement, la chose publique, parce que c'est un individualisme, la République. Deuxièmement, des valeurs qui lui seraient extérieures. Et troisièmement, qu'on lui impose des sentiments du type aimer les autres, quand bien même ce serait possible, qui est une autre difficulté. C'est toute l'ambiguïté du mot fraternité qui est ressortie au vocabulaire familial et naturel, et qui montre qu'il y a là une confusion dans le champ lexical. En termes politiques, fraternité se dirait solidarité. Et le fait qu'il y ait une tension dans les champs lexicaux entre fraternité, qui est de l'ordre de la famille et de la nature, voire de la religion, et égalité et liberté, recouvre évidemment une tension conceptuelle entre cette valeur et les deux autres. Alors en conclusion, je dirais qu'il existe, comme vous l'avez compris, un conflit conceptuel entre l'individualisme libéral et la République. L'individualisme libéral ne peut s'accommoder d'un tout, d'une chose publique qui imposerait de façon intrusive un comportement ou des sentiments. Parce que le premier et le dernier mot de la politique, c'est l'individu. Parce qu'il y a des conflits entre les individus et entre l'individu et la République, dans l'individualisme moderne, et que donc c'est contraire à la fraternité. Et là encore, l'individualisme n'est pas libéral. Le libéralisme aggrave cela en sacralisant la sphère privée et en sacralisant dans la sphère privée les valeurs. Ça veut donc dire, or, la République républicaine, qui a les caractères de l'État moderne, qui est une chose publique qui s'impose aux individus privés, essaye de porter des valeurs. Or, ça pose trois problèmes. Les valeurs collectives peuvent être refusées. La République demande qu'elle pénètre la sphère privée. Et la fraternité est un sentiment. Quelle est l'unique solution pour s'en sortir? Il faudrait faire naître un sentiment de fraternité de telle sorte qu'il soit issu de l'individu lui-même. C'est le défi de la conciliation entre individualisme libéral et république. Alors on a essayé des solutions. Une solution, ça serait une solution religieuse, à la Auguste Comte, créer du lien par la croyance. Étant donné que la laïcité fait partie des valeurs républicaines, ça risque de ne pas marcher. On pourrait essayer de l'imposer par la force, nous obliger à être fraternels en nous menaçant. On voit bien qu'il va y avoir des difficultés. On pourrait essayer de désigner, alors je vous donne des solutions traditionnelles, désigner un ennemi commun qui nous rassemblerait les uns avec les autres. Mais là encore, désigner un ennemi commun, c'est quelque part jouer avec les passions. Or, l'individualisme libéral, il ne veut pas qu'on joue avec ses passions, c'est ses passions. Donc la désignation de l'ennemi, c'est pas facile. Alors, la piste que je propose, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la fraternité est apparue aussi au moment du serment du jeu de paume, quand il y avait un ennemi quand même, qui était la monarchie.
Je vous renvoie à l'article de Mona Ozouf. Alors, il y aurait bien une solution, mais alors très modeste. Solution très modeste. La solution que j'ai trouvée pour aujourd'hui, c'est une solution très modeste qui vise à inverser le problème. C'est-à-dire de se dire qu'en fait, la fraternité, on ne pourra pas la provoquer. La seule chose qu'on peut faire, c'est lutter contre ce qui semble de toute évidence l'empêcher. Qu'est-ce qui peut empêcher la fraternité? La misère, l'insécurité, le manque, ce genre de choses-là. Si le politique lutte contre la misère, propose une justice sociale qui améliore les conditions de chacun, par là même, il affaiblit les passions, les passions antisociales. C'est un peu comme chez Spinoza, vous savez. Chez Spinoza, l'homme est rationnel, mais sa raison est voilée par ses passions. D'accord ? Je ne pourrais pas, à partir de ses passions, le rendre rationnel. Tout ce que je peux, c'est anéantir les passions qui empêchent sa raison de briller. D'accord ? Ben là, c'est la même chose. Faire apparaître la fraternité chez les gens, on ne peut pas. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle dans l'apparition de la fraternité. Donc, il est possible que nous ne provoquerons jamais le miracle de la fraternité, mais que la seule action possible est de favoriser les conditions de son apparition, c'est-à-dire de lutter contre les choses dont on est sûr qu'elles empêchent la fraternité.